Rebonjour à tous. Bonjour. En attendant encore les derniers, quelques petites informations au niveau logistique. Donc là, vous avez pu vous connecter parce que vous êtes là. Il y a une partie de chat que certains ont utilisé. Donc on ne vous entend pas, on ne vous voit pas non plus. Il y a vous qui avez la chance de nous voir. Et donc avec la fenêtre de chat, vous pouvez nous poser des questions. Soit c'est très contextuel et on y répond immédiatement. Soit c'est à la fin, on aura évidemment une séquence de questions-réponses. Et par le chat, voilà, vous posez des questions et on y répondra à ce moment-là. Tu es prêt, Bruno? On y va. On y va, On y c'est va. parti. Alors, on va évidemment évoquer avec vous la transformation numérique pour les PME, pour les PMI. C'est notre sujet du jour. Euh, Concrètement, la question qui se pose pour nous tous, c'est est-ce que cette transformation numérique est une réalité, est une illusion? Elle est présente partout. Elle est l'objet de beaucoup de buzz. Est-ce que c'est une mode marketing? Est-ce que c'est réservé aux millénials? On peut vraiment se poser la question de savoir où se situe la réalité du monde qui nous entoure. Comment on arrive à le décrypter, à comprendre ce monde, à prendre le recul nécessaire pour arriver à comprendre ce monde et ses évolutions. Concrètement, est-ce qu'il ne s'agit que de technologies? Elles sont concrètement omniprésentes dans notre quotidien et on va voir que le sujet finalement est bien plus global que tout ça. On va aussi parler de start-up parce qu'effectivement, les PME ne sont pas des start-up et on a l'impression que les start-up monopolisent le sujet sur la transformation digitale. En fait, non, le sujet vous concerne aussi. Regardons les start-up comme celles qui surfent sur ces nouvelles vagues d'innovation, sur ces nouveaux concepts, ces nouveaux business models, des nouveaux produits, des nouveaux services. Ce sont des pionniers finalement et observez-les comme finalement des gens qui défrichent des nouveaux territoires. Et puis face à cela, la question c'est quel est votre risque à ne rien faire? Quel est votre risque à attendre finalement que ces innovations arrivent? Et quelles sont les priorités que vous mettez en place? Concrètement, on est dans un monde qui change, dans un monde qui est en profonde transformation et en profonde mutation, avec bien sûr ses risques et ses dangers. Ce monde devient numérique. Et vous, quelle est l'attitude que vous avez par rapport à ce monde qui change? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on s'y met? Est-ce qu'on essaie de comprendre? Et comment on passe à l'action? Alors, on va commencer par effectivement se présenter nous-mêmes. Je suis Bruno Jacquemin, je suis consultant en développement de business. J'ai une expérience de 20 ans d'accompagnement de PME, de TI et de TPE. Je suis un des partenaires de Pentalabs dans le groupe Pentalog également. J'ai eu l'occasion d'investir dans de nombreuses startups et dans mon passé professionnel, j'ai été directeur de chambre de commerce pendant une quinzaine d'années. Aymeric? Oui, moi, à mon tour, en quelques mots, donc je suis un des cofondateurs de Pentalog. Et aujourd'hui, mes activités sont accompagner les entreprises avec mon rôle de consultant senior en technologie. Bon, voilà, 20 ans d'expérience dans l'IT et puis quelques rôles opérationnels autour du CIO, CTO et autres fonctions qui permettaient d'appuyer notre croissance. Alors, et vous, alors ça va être difficile de faire un tour de salle. On a considéré voilà, que ce webinaire était dédié aux PME, aux ETI qui cherchaient de nouvelles opportunités et pouvoir répondre à cette transformation numérique. Et dans tous les cas, il y aura le replay pour cette présentation et vous pourrez approfondir les messages et aussi le partager avec d'autres. Alors, Bruno, on a réfléchi à une démarche. Absolument. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette démarche? Alors, cette démarche, elle s'adresse effectivement à vous, quel que soit le stade où vous êtes dans votre transformation ou dans l'appréhension que vous avez de la compréhension de la transformation numérique. On a un a priori, on va essayer de regarder les choses avec une méthode la plus pragmatique possible. On est plutôt partisan de ce qu'on appelle le test and learn, c'est-à-dire qu'on apprend en faisant, c'est des méthodes assez classiques. L'idée finalement, l'enjeu pour nous avec vous, c'est de regarder comment vous développez votre agilité, comment vous allez vers une démarche d'amélioration continue. C'est ça la clé pour nous, la clé du sujet. Et on a choisi de le faire finalement sur un 360 degrés, sur les grandes fonctions de l'entreprise. C'est une méthode qui est intéressante parce qu'elle peut s'adapter à votre entreprise, quelle que soit son activité, dans l'industrie, dans les services, dans le commerce, quel que soit son marché, quelle que soit sa taille. Et 360 degrés, pour nous, c'est 6 chantiers qu'on va regarder qui, derrière, nous permettent effectivement d'imaginer des actions, de construire des actions pour avancer.
Ces 6 fonctions, concrètement, on les trouve partout. Et il s'agit globalement de les upgrader, de regarder comment effectivement on passe au niveau complémentaire. Alors, voilà, sur ces 6 domaines, on va commencer par celui qui monopolise tout le monde. D'abord, les clients. oui, évidemment, la plupart des entreprises attendent effectivement à regarder ce qui se passe au niveau des clients. Elles les voient changer. On a des clients qui changent d'usage, qui changent d'habitude, qui développent des préférences nouvelles. Et ça change de manière non uniforme. On a vraiment des spécificités particulières. La question, c'est de les placer au centre, arriver à les connaître individuellement. On n'est plus dans une période de produits de masse et de consommation de masse. Donc, il faut arriver à transformer la relation, à la construire sur la base d'une attention réciproque. Mais vos clients ne sont plus aujourd'hui, ont des nouveaux comportements et des nouveaux usages. Ils utilisent beaucoup le mobile et quelle que soit leur génération, il ne faut pas penser que les outils sont utilisés par uniquement des geeks et des millénials. On a vraiment des clients qui sont de plus en plus avisés, de plus en plus renseignés, et qui s'intéressent de plus en plus à l'usage des technologies pour aller chercher de l'information. Ils en connaissent en général beaucoup, que ce soit en B2C ou en B2B, sur ce que vous faites. Ils ont la possibilité de se renseigner. Et donc, vous avez affaire à des clients qui sont aujourd'hui renseignés et avisés. Il faut effectivement avoir ça en tête. Ils sont devenus des sachants. Ils sont devenus des sachants. Vous n'avez plus en tant qu'entreprise le monopole du savoir que vous avez effectivement chez vous et que vous allez travailler. Alors, la question qu'il faut effectivement se poser par rapport à ça derrière eux, c'est quel est leur véritable besoin? Quelles sont leurs attentes? Ont-ils besoin d'une perceuse ou ont-ils besoin de faire un trou dans un mur? C'est la question qui se pose de plus en plus finalement. Ils veulent des réponses personnalisées, ils veulent vraiment une solution qui permette de leur répondre et ils veulent des solutions qui puissent effectivement développer pour eux de la proximité. Ils veulent avoir un interlocuteur qui puisse écouter leurs particularités et naturellement tout ça dans un contexte d'efficacité, de fluidité, de relations dans le temps réel, quel que soit le moment, quel que soit le moment de la journée ou de la semaine, et avec une relation qui peut être offline, online, de manière la plus fluide possible. On voit bien que tout ça, c'est finalement des nouvelles attentes auxquelles répondent des nouvelles pratiques, donc des nouveaux outils. Donc, au-delà, pour mettre en place ces nouveaux outils, des nouvelles organisations et des nouvelles compétences. Et on voit bien que derrière ces nouveaux outils, ces nouvelles compétences, il y a du CRM, il y a du web marketing, il y a beaucoup de technologies, beaucoup de SI. On y reviendra après. Alors, deuxième partie, on a parlé des clients. Maintenant, le business model. Absolument. Le business model, c'est clairement une réflexion sur les actifs de l'entreprise. Et une première question, c'est quels sont les actifs de votre entreprise? Est-ce que vous les connaissez bien? Les actifs, vous savez, c'est ce qui permet de créer de la valeur dans un process de proposition de valeur. C'est effectivement très important d'identifier de quelle manière vous apportez de la valeur à vos clients, que ce soit des biens ou des services. Est-ce que vous produisez des biens ou des services? Est-ce que vous faites les deux? Est-ce que vous avez une histoire intéressante par rapport à cela? Et si vous avez des services ou si vous développez des produits, quelle est la nouvelle couche de services que vous pouvez développer pour enrichir votre offre, la personnaliser? On prend cet exemple des taxis où un nouvel entrant et des nouveaux entrants, les VTC en particulier Uber, nous montrent que au-delà d'une offre de transport, on peut apporter des services complémentaires aux clients qu'ils souhaitent. Alors, derrière, effectivement, une réflexion sur le business model, il y a aussi une réflexion financière. Il ne faut pas le négliger. On peut passer d'une logique de vente de produits à de la location de produits. On peut passer à une logique de développement de services attachés à ces produits. Ça crée des abonnements, on peut créer des abonnements, ça peut créer de la récurrence. Donc, on voit bien que la relation est différente et ça nécessite effectivement pour l'entreprise d'allouer ses actifs de manière différente. Ça peut changer ses besoins de BFR, sa trésorerie, sa capacité d'investissement. Donc, on voit que ça a un impact important sur finalement son business model. Maintenant, passons un peu à la production d'entreprise, à ses process. Alors, c'est peut-être le sujet sur lequel vous êtes les plus différents parce qu'effectivement, on peut imaginer que produire des biens, produire des services, même dans l'industrie, on a des choses extrêmement différentes. Néanmoins, on peut regarder, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je produis mes biens et mes services de la bonne façon? Et puis, n'oublions pas que dans toute entreprise, vous avez des process récurrents.
ce soit en RH, en paye, en comptabilité, en relation client, vous avez souvent des process qu'on retrouve d'une entreprise à une autre. Donc, c'est la globalité de vos process qu'il s'agit de mieux comprendre et évidemment d'optimiser. Là, les enjeux sont multiples. Regardez comment on automatise les processus de production de biens et services, comment on arrive à simplifier, se poser parfois la question de l'externalisation, des choses qui sont moins dans le core business. Et donc, la question que je vous pose, qu'il faut que vous vous posiez, c'est quelle est l'attention que vous portez à tout cela? Est-ce que vous avez développé une veille sur les process de vos concurrents? Est-ce que vous avez expérimenté des nouvelles pratiques? Est-ce que vous savez ce qui se passe sur le marché par rapport à cela? Est-ce qu'il y a des nouveaux outils qui permettent effectivement de développer ces sujets? On peut penser naturellement à la robotisation, aux objets connectés, à un certain nombre de pratiques qui peuvent effectivement se développer. Là aussi, du SI, de la technologie et au-delà de tout cela, des comportements nouveaux et différents. Alors, tu disais tout à l'heure le client au centre. Oui. Ils vont se bousculer un petit peu au centre parce qu'au centre, il y a aussi l'équipe. Et c'est vrai. C'est vrai que on parle beaucoup de customer centric. On parle aussi beaucoup de collaborateur centric. Il faut effectivement en fait, dans tout cela, c'est du human centric, comme on dit. L'entreprise, c'est d'abord un ensemble humain, c'est un ensemble de talents. Et l'intérêt, enfin la question pour vous, c'est de considérer finalement les personnes dans toute leur diversité, toute leur capacité. Ces personnes ont des compétences, elles ont des talents, elles ont des fonctions, elles sont en relation avec vos clients d'une manière ou d'une autre, même à l'accueil, même en service comptabilité. Et donc, vous avez finalement une capacité à mobiliser du savoir et de la compétence bien au-delà des fonctions que ces personnes occupent. Donc, comment mobiliser les équipes autour de cela? Comment arriver à les mettre en équipe, à créer de l'énergie vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs pour effectivement apporter le meilleur service, la meilleure efficacité pour atteindre vos objectifs? C'est la question qu'il faut se poser. Et derrière ça, pour nous, la culture, évidemment, la culture d'entreprise devient l'essentiel. Là, vous avez à l'image Tony Hsieh, le fondateur de Zappos et l'auteur d'un livre célèbre qui s'appelle L'entreprise du bonheur, qui montre effectivement que une belle référence. C'est une belle référence en termes de culture d'entreprise pour développer effectivement la motivation. J'entendais ce matin sur BFM des commentateurs évoquer le fait que dans le recrutement, pour les recruteurs comme pour les salariés, on parle plus de RSE, puisque la RSE est quasiment un acquis aujourd'hui. Vous voyez, on a dépassé ce stade-là. Bon, j'espère que c'est effectivement le cas dans vos entreprises. C'est pas toujours facile, mais c'est effectivement un point important. Vos collaborateurs attendent des méthodes d'organisation nouvelles. Elles attendent des organisations plus collaboratives. Elles attendent de donner du sens aussi à ce qu'elles font en corrélation avec le sens que l'entreprise donne à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle produit sur le marché. Et donc, tout ça, ça nécessite effectivement de mettre en place parfois des nouvelles organisations ou des nouveaux types d'organisations. On va parler de bien-être au travail, de lacratie, d'entreprise libérée. L'idée, c'est pas de promouvoir tel ou tel autre, c'est d'observer ce qui se passe, de tester peut-être dans certaines parties de l'entreprise comment effectivement on arrive à mobiliser avec la chacun compétence. construise. Voilà. L'idée étant que chacun puisse participer à la construction de cela. Pourquoi chacun? Parce que derrière tout ça, il y a un enjeu de talent, il y a un enjeu de guerre des talents. Comment on attire les talents, ceux dont on aura besoin demain, comment on conserve les talents qu'on a déjà dans l'entreprise. Et puis surtout, comment on fait émerger des talents qu'on a déjà dans l'entreprise, mais dont on n'a pas forcément la connaissance et qu'il faut arriver à faire émerger parce qu'on a des gens qui sont déjà dans la culture, qui connaissent nos clients. Et ça peut être intéressant pour l'entreprise, effectivement, de faire émerger. D'où l'idée de développer des nouvelles stratégies d'innovation, des nouvelles pratiques vis-à-vis de vos collaborateurs. Alors, en termes de stratégie, c'est évidemment le sujet important. Avoir une vision globale. C'est la vision globale. Elle va reprendre finalement la totalité des points qu'on a pu évoquer jusqu'à présent. C'est un point essentiel. Là, une première question à se poser sur la stratégie, c'est où sont vos concurrents? Et sont-ils là où vous les attendez? Regardez-vous, quand vous regardez vos concurrents, quand vous regardez la concurrence, est-ce que vous regardez au bon endroit? On voit aujourd'hui les entreprises se positionner sur des marchés qui ne sont pas les leurs pour effectivement développer des offres concurrentielles intéressantes. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut être particulièrement vigilant. On est dans une gestion du risque. Aymeric, c'est un sujet que tu connais bien, sur lequel effectivement l'entreprise doit apprendre à gérer ses risques. Alors c'est vrai que dans cette phase de transformation, de grands changements, les risques sont partout. Ils peuvent être financiers, humains, technologiques, concurrentiels. Et si l'entreprise ne gère pas ces risques, en fait, chaque jour va être une surprise et trop souvent une mauvaise surprise. Donc, il faut voir la maturité pour bien gérer ces risques. Et imaginer demain, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de risques. Au contraire, il faut en prendre.
Mais c'est en les connaissant qu'on arrivera à mieux les maîtriser, pas à chercher le risque zéro, mais au moins de savoir d'où ça peut venir et de pouvoir d'être prêt à anticiper. Et les considérer aussi comme des opportunités finalement. Et au final, c'est ça, c'est un risque est une opportunité et pas simplement quelque chose qui va m'empêcher d'avancer. L'autre point qui est important, hein, tu l'as déjà cité, l'innovation. L'entreprise, à partir du moment où elle va intégrer dans son ADN l'innovation, et je parle d'une innovation transversale, hein, pas l'innovation pour l'élite qui a le droit de faire l'innovation. L'innovation du produit, des services de l'entreprise, c'est bien, mais l'innovation n'est pas que là. Je peux aussi innover sur mes ventes, la manière dont je vais vendre. Je vais aussi innover sur la manière dont je vais gérer ma RH. Hein, on parlait de la culture. On n'est pas obligé de reproduire exactement le modèle des autres. On peut innover aussi de ce côté-là. Et en fait, l'innovation est réservée à toute l'entreprise. C'est pour ça qu'on peut dire que ça rentre dans l'ADN et dans la préoccupation. Et si on arrive à ce niveau-là, en fait, ça amène une durabilité d'entreprise parce que ça amènera d'autres valeurs. Derrière. Alors, oui, la question derrière, on a vu que dans tous ces process d'innovation, dans ces 5 éléments qu'on a évoqués, stratégie, business, client et autres, on a à chaque fois de la technologie, on a à chaque fois des pratiques. Donc, finalement, le SI dans tout cela est surtout finalement au cœur de tout. C'est le levier. C'est le levier qui va permettre de répondre à ces opportunités. À partir du moment où tu parlais d'automatisation, hein, dans ma relation client, dans mes process à mettre de l'automatisation, évidemment, c'est de la technologie qui est derrière, c'est de la donnée qui est derrière, c'est le système d'information qui va pouvoir supporter tout ça. Et donc, il y a, oui, effectivement, de la technologie, il y en a partout autour de nous. Il faut simplement en trouver la meilleure valeur pour pouvoir avancer. Et de pouvoir bien intégrer aussi le coût. C'est-à-dire que dans le mode de fonctionnement, on avance étape par étape, on va en reparler. Et ben, au niveau du système d'information, au niveau de la démarche, ça rentre également dans ce sens-là. En tout cas, ça montre qu'il faut vraiment le placer, enfin ne pas le considérer à l'écart de la stratégie de l'entreprise et vraiment le mettre au cœur des réflexions qu'on peut avoir sur la totalité des sujets qu'on aborde. Voilà. Et comment on peut pousser au maximum les leviers pour avoir le maximum de croissance, le maximum de vitesse pour y arriver. L'autre élément important dans ce contexte-là de changement, c'est la data. Hein, j'ai marqué data, c'est pas marqué big data, parce qu'avant que ce soit big, on peut faire des tas de choses. Comment utiliser ce potentiel de données pour bien connaître ses clients, bien gérer, bien organiser ses achats, bien organiser tout le flux d'activité de l'entreprise pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir identifier de nouvelles attentes, pour pouvoir identifier de nouvelles valeurs, de nouvelles automatisations. Si dans l'entreprise, on arrive à monter à ce niveau de maturité au niveau des données, bah, dans ce cas-là, ça devient un nouveau fuel et qui va pouvoir alimenter le moteur et de pouvoir avoir une vision un peu plus durable de l'entreprise. Et ça permet de connaître effectivement, ne serait-ce que connaître ce que l'entreprise sait déjà sur plein de sujets, sur ses clients en particulier, souvent éparpillés, souvent nécessitent effectivement. Ce que j'explique souvent, c'est pour un dirigeant, les données doivent lui permettre d'appuyer ses sensations. Hein, il a une idée, il dit ça va marcher. Les données doivent pouvoir appuyer. Ça n'empêche pas la décision d'aller pour ou contre, mais au moins si les données disent le contraire, ça veut dire qu'il faut se mettre un peu plus d'attention. Et évidemment, dans cette approche, hein, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé qu'il faut pouvoir enclencher les activités. C'est pas nous à Partalogue, on va pas dire le contraire. Hein, pouvoir externaliser pour atteindre la vitesse qui est un élément clé de la réussite, pour pouvoir que toutes les équipes puissent s'adapter à des nouveaux contextes et aussi pouvoir aller vite et s'attacher à leur cœur de métier. Voilà. L'outsourcing va permettre d'aller évidemment plus vite dans tous ces déploiements. Oui, et de le faire dans un état de confiance, dans un environnement de confiance intéressant. Maintenant, comment on passe, comment on enclenche tous ces changements? Oui, alors la question c'est comment on avance. La réponse c'est maintenant. Hein, le changement c'est maintenant, c'est le moment de s'y mettre, c'est le moment d'y aller. Saisir cet enjeu, c'est d'arriver à comprendre comment je vais m'adapter, comment on va s'adapter à cette capacité, effectivement, ces opportunités qu'on a pu identifier, ces risques également, pour arriver à progresser. Donc,
l'enjeu pour vous, c'est d'arriver à enclencher cette transformation, à réinventer finalement l'entreprise, à la faire se transformer pour aller chercher finalement aussi une croissance, mais une vraie croissance. On sait aujourd'hui que on parle beaucoup de croissance à 2 ou 3%. On voit qu'avec ces opportunités, finalement, on peut aussi aller chercher une croissance beaucoup plus importante qui permette effectivement à des entreprises de défricher des nouveaux marchés, d'attaquer l'international parfois de manière beaucoup plus importante, parce qu'effectivement, la valeur créée est hors coût, c'est de la compétitivité hors coût, et on arrive effectivement à transformer nos offres. Donc, la question, c'est comment allez-vous saisir ces opportunités d'une nouvelle croissance connectée? Enfin, 3% de croissance, est-ce de la croissance? Oui, on peut effectivement se poser la question comme ça. Alors, l'une des clés, c'est développer sa vitesse. On l'a répété tout au long de cet échange, effectivement, vitesse, agilité surtout, arriver effectivement à faire que dans un monde incertain, dans un monde plein d'incertitudes, on arrive effectivement à développer des comportements agiles qui permettent effectivement d'agir, de réagir, de s'ajuster aux situations courantes. Il faut quelque part que l'équipe soit prête à l'imprévisible pour pouvoir avoir de la résilience. On n'est pas à respecter que des procédures. Il faut pouvoir, sur des événements imprévus, que l'équipe soit à même très rapidement de réagir. C'est l'enjeu, effectivement, ce qu'on appelle une organisation apprenante. Et effectivement, pour faire tout ça, la clé, c'est la confiance. On en parle beaucoup, mais c'est de la confiance, là aussi, à 360 degrés, la confiance en interne pour faire qu'effectivement, dans votre équipe, face à ces incertitudes, à ces moments parfois heureux, parfois malheureux, parfois compliqués, vous puissiez développer une solidarité, une efficacité, une réactivité de l'ensemble de vos équipes pour les mobiliser au bon moment, au bon endroit. Mais c'est aussi la confiance avec les clients, dont on voit qu'ils sont très vite zappeurs de services s'ils trouvent des opportunités différentes. Donc, il faut arriver aussi à créer une confiance, une relation intime avec eux basée autour de ça. C'est la confiance aussi avec les fournisseurs. Vous avez des fournisseurs clés. Vous avez des fournisseurs qui parfois aussi peuvent choisir leurs clients. Donc, la confiance que vous allez développer avec eux, votre capacité d'adaptation va être effectivement aussi importante. Et puis, en termes de gouvernance, vos actionnaires, vos partenaires financiers, c'est aussi la confiance est évidemment aussi un élément clé. La confiance vraiment en 360 pour que ça puisse avoir la meilleure vitesse. Absolument. Alors maintenant, phase pratique, parce que là, on a une cinquantaine de personnes qui sont présentes. Comment on enclenche? Alors, on a vu que les 6 thématiques qu'on a développées sont toutes liées. Finalement, notre idée à nous, elle est plutôt de travailler sur des petits pas qui soient simples à mettre en œuvre, qui permettent d'obtenir des résultats rapides, des quick wins, comme on dit, qui permettent d'embarquer des collaborateurs rapidement et qui finalement enclenchent l'entreprise, mobilisent l'entreprise dans sa transformation, finalement, dans son agilité de transformation qui lui permet d'avancer au fur et à mesure. Dans cette transformation, il n'y aura pas de grand soir. Il n'y aura pas hier, on était côté préhistoire, comme on a montré tout à l'heure sur la photo, ouais. Et demain, on sera plutôt côté super-héros avec la jolie cape. Il n'y a pas ce grand soir. Donc, comment on avance, comment on se transforme? C'est la transformation permanente. Et à partir du moment où on a goûté à ces transformations, elle devient continue. Et il faut qu'elle soit continue. C'est pas pourquoi changer d'aujourd'hui à demain et pas continuer après. Voilà, c'est un état d'esprit qui doit s'installer. Maintenant, c'est petit pas à pas, aller chercher les valeurs. Et avec toujours pareil, cette confiance qui permet là aussi d'aller aborder tous ces éléments de complexité au fur et à mesure et de progresser de manière itérative, en confiance avec les équipes pour attaquer les différents sujets. Et dans une démarche comme ça, en fait, ça devient beaucoup plus simple. Voilà, on crée de la simplicité finalement par les petits pas qui sont visibles, qu'on rend visibles et qui montrent effectivement que cette transformation dans cette incertitude, finalement, on est capable de la faire tous ensemble et finalement d'écrire une nouvelle page de l'entreprise qui est de se réinventer d'une manière dont on sait qu'elle est importante pour les dirigeants de l'entreprise, c'est de manière maîtrisée. L'idée n'est pas effectivement de gérer de l'aventure, il faut créer une réinvention maîtrisée de l'entreprise. Maintenant, comment on y arrive? Alors, comment on y arrive? Nous, à Pentalog, on a effectivement développé une vision particulière de cela. On pense qu'effectivement, l'entrepreneur doit être accompagné pour développer ces sujets-là. On va vous proposer finalement, et vous aurez les liens à la fin de la présentation et dans le replay du webinaire qu'on vous enverra, on va vous proposer des vidéos, 6 vidéos qui vont illustrer les 6 points, les 6 chantiers, les 6 fonctionnalités à upgrader, on vous a montré tout à l'heure. Ces vidéos vont vous permettre
de prendre la mesure, d'échanger avec vos collaborateurs ou vos équipes sur ces différents sujets, de commencer à prendre effectivement un certain nombre de décisions sur comment vous allez y aller, comment vous pouvez effectivement sur vos différents sujets avancer. Et puis, quand vous serez posé les bonnes questions, l'étape d'après, c'est d'enclencher sur des ateliers qu'on vous proposera sur des formats d'une demi-journée, une journée, 2 journées, adaptés effectivement à vos niveaux de maturité. Une partie de ces ateliers seront en inter-entreprise, en collectif. Ça permet aussi d'échanger les bonnes pratiques ou d'échanger les situations qui parfois, d'une entreprise à une autre, ne sont pas si différentes et permettent effectivement de progresser en collectif pour finalement passer du petit pas au grand pas. Alors, ces ateliers commencent le 4 mai prochain. À partir du 4 mai, ils auront lieu à Orléans et à Paris et dans d'autres grandes villes sur lesquelles nous aurons l'opportunité de le faire. Et donc, au travers de ces 6 vidéos d'1 minute, donc oui, c'est très court, c'est intense, très pragmatique avec des exemples. C'est pour arriver à ouvrir la réflexion sur des sujets parce que la transformation, c'est l'entreprise qui doit la faire, c'est les équipes qui doivent la faire. Complètement. On arrive un peu au bout de ce qu'on avait à vous dire. Une petite idée à partager qui nous paraît importante, avec Michel Serres. Oui. Bon voilà, la slide dit, synthétise un peu tout ce qu'on a voulu dire. C'est un nouveau monde qui est devant nous. On a tous à y participer et que l'entreprise puisse être durable dans ce nouveau monde. Avec plein d'opportunités, il faut vraiment le regarder de manière très, très positive. Voilà, on arrive donc à l'issue de ce qu'on voulait vous présenter. Est-ce que je vois déjà quelques questions qui ont été posées. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? N'hésitez pas à poser des questions. Nous, l'interactivité, on fait ça en webinaire parce que c'est simple et rapide pour pouvoir échanger. Donc, on compte sur vos questions. Dans tous les cas, je vois une première question. En fait, comment prioriser? Je traduis un petit peu. Il y a ces 6 domaines. Qu'est-ce qu'il faut attaquer en premier? Est-ce qu'il y en a qu'il faut prendre plus en premier, d'autres en deuxième? Là, je pense qu'il faut être opportuniste au bon sens du terme dans les équipes, dans vos collaborateurs, sur le marché, vis-à-vis de clients. Vous avez finalement des situations où vous pouvez partir finalement d'un problème, d'une petite problématique, d'un échec, pour arriver à le transformer de manière positive, arriver à identifier effectivement ce qui peut vous permettre de rebondir, ce qui peut vous permettre effectivement d'analyser une situation pour pouvoir progresser. Donc là-dessus, il faut surtout que vous ayez en tête que les 6 champs qu'on a abordés aujourd'hui, il faudra s'y attaquer à un moment donné. Donc il faut toujours avoir en tête la vision globale et prendre finalement les sujets les uns après les autres, en fonction effectivement du bon moment, des bons prétextes, des opportunités que vous pouvez avoir, mais en ayant toujours en tête que les sujets sont reliés, on l'a vu. Ils sont reliés bien sûr par la technologie qui les sous-tend, bien sûr par les outils qui les sous-tendent, mais bien au-delà de cela, par la capacité effectivement à se répondre et à apporter de la valeur quand on arrive à les marier et effectivement à les faire progresser ensemble. Okay. Une autre question, je suis industriel, est-ce que je suis aussi concerné par cette transformation? Alors, clairement, la transformation, elle impacte évidemment le monde industriel. On parle beaucoup en ce moment d'industrie 4.0, on parle de robotisation. Il faudrait aussi qu'on parle un peu plus aussi d'Internet des objets, qui est aussi un moyen, effectivement, pour l'industrie de se transformer. Bien sûr que l'industrie est considérablement impactée. On n'est pas dans un monde de pur service. On fabrique toujours des choses différentes. La capacité aujourd'hui, il faut surtout qu'on arrive à sortir de cette image que l'industrie, c'était une industrie de masse pour de la production de masse, pour de la consommation de masse. Ça, effectivement, c'est des choses qui changent et ça change en B2C comme en B2B. Et l'industrie est effectivement très souvent dans un marché B2B et elle a devant elle des clients qui, là aussi, attendent bien sûr que ces produits soient les meilleurs, mais aussi qu'ils soient les plus adaptés aux situations qu'elle rencontre dans son usage. Donc, comment vous, industriels, vous arrivez à personnaliser vos produits, vous apporter une couche de service dans la maintenance, dans la manière de l'implémenter, dans la manière de le maintenir, qui effectivement peut créer du lien, créer de la relation positive avec vos clients et vous donnera des opportunités de développer des services nouveaux et peut-être de la production nouvelle. On a des cas qu'on connaît et qu'on partagera dans les ateliers d'industriels qui, sur ces sujets-là, ont développé des nouvelles gammes, sont développés à l'international en écoutant leurs besoins de clients de manière plus précise. Une question, je vois. N'hésitez pas à poser vos questions. Pouvez-vous nous dire un petit peu plus sur les ateliers?
Alors, oui, les ateliers, on a finalement trois types d'ateliers. Un atelier qu'on appelle exploration, où finalement on se pose une demi-journée et à une dizaine, vous serez une dizaine d'entreprises différentes. On passera en revue finalement les différentes problématiques que vous avez déjà rencontrées sur les 6 chantiers, et on les illustrera par des exemples d'entreprises que nous connaissons, que nous avons déjà accompagnées, qui ont pour un certain nombre d'entre elles déjà mis en place un certain nombre d'actions. On fera parfois témoigner ces entreprises aussi pour que vous ayez une vision claire de ce qu'elles ont fait et de la manière finalement dont elles se sont engagées dans cette transformation dans ce monde numérique. D'accord. Une question qui vient d'arriver. La vitesse dans le cadre des processus RH ne risque-t-elle pas de déstabiliser le management? C'est clair que les enjeux de management sont majeurs, que c'est sans doute, on reviendra effectivement à quelque chose qu'on a évoqué tout au long de cet échange. On parle beaucoup de technologie alors que l'enjeu il est essentiellement humain. Et les managers, en particulier les managers intermédiaires, sont particulièrement impactés parce que on va leur demander, leur hiérarchie va leur demander de donner du pouvoir, de l'information, des possibilités à leurs collaborateurs. Et ça, il faut qu'ils acceptent, eux, de ne plus être finalement des gens dont le pouvoir s'assoit sur une rétention d'informations, une capacité à la mobiliser, mais au contraire, sur la capacité à la faire émerger, la capacité à la faire se transformer. C'est un vrai challenge. C'est aussi pour ça que les entreprises dont on entend beaucoup qu'elles se transforment dans cette transformation numérique en développant du marketing B2B, en développant du e-commerce, en étant sur des réseaux sociaux, c'est très bien, il faut faire tout cela. Mais si vous ne travaillez pas en même temps sur l'interne, sur la confiance à donner aux collaborateurs, sur le rôle de chacun qui va évoluer, c'est effectivement très très important. Quand un commercial va tout d'un coup se rendre compte que ses collègues vont être aussi impactés que lui dans la relation avec les clients, il va se poser la question de son rôle. À quoi sert le vendeur? Son rôle va changer. Il va être demain plutôt un animateur des savoirs de l'entreprise orienté client. Et ça, effectivement, c'est des choses sur lesquelles il faut le rassurer, lui montrer qu'il a les capacités de faire ça. Ça change son rôle vis-à-vis du client, son rôle vis-à-vis de l'entreprise, son rôle vis-à-vis de ses collègues. C'est tout ça, effectivement, qu'il faut aborder. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions. Merci Bruno pour toutes ces infos. Merci à vous. À tout le monde d'être présent. Merci à ceux qui vont regarder le replay. Donc, je rappelle, on a ces 6 vidéos qui vont sortir régulièrement, ces 6 vidéos d'une minute pour traiter des différents sujets. Il y a sur transfodigital.pintalogue.fr les informations sur les différents ateliers dont tu as mis un petit peu plus de précision suite à la question. Et puis, évidemment, plein d'informations sur cette transformation digitale sur les sites Pintalogue. Merci de votre attention et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.